pense que je suis fou, c'est ça. Vous êtes fou, Baptiste? Oui, très violent. Nous allons voir aujourd'hui 10 phrases qui rendent fous les pervers narcissiques, et ça marche. 17 phrases. Prends du popcorn, ou peut-être même dans l'autre sens. Prépare ton popcorn et dis ces phrases et observe ce qui se passe chez l'autre. Il devient fou, il devient dingue, c'est quasiment immédiat. Ça va pas attendre 5 ou 10 minutes, ça va arriver de suite. Ce sont des phrases simples qui permettent d'établir des limites dans ta vie, d'affirmer ce que tu veux et ce que tu veux pas. C'est quelque chose qu'ils ne voudront pas. J'ai 2 disclaimers par rapport aux phrases qu'on va voir aujourd'hui. La toute première, c'est que ils vont dire aussi ce genre de phrases. Bizarrement, toi tu le prendras bien, tu t'en mettras en question, t'accepteras, tu écouteras. Si par contre cette phrase c'est toi qui l'as dit dans l'autre sens, ce sera la catastrophe. Deuxième point avant qu'on démarre ces phrases aujourd'hui, c'est que tu peux être dans une relation avec une personne qui n'est pas perverse narcissique, mais qui pour autant aurait du mal à accepter tes limites. Prenons un exemple très simple. Personne qui est perverse narcissique veut globalement le pire pour toi dans ta vie. Te contrôler, te manipuler, te faire tout perdre. Maintenant, tu peux avoir aussi une autre personne, un homme par exemple, qui serait contrôlant parce qu'il aurait des formes de failles d'enfance, des peurs de l'abandon, etc. et qui aurait du mal à te laisser être qui tu es au quotidien parce que ça signifierait qu'il va te perdre. Mais quelqu'un qui est juste contrôlant pourrait avoir certaines phases qu'on va voir ensemble et on en reparlera, on refera le détail ensemble. Quel que soit le profil de la personne en face de toi, quand tu prononces ces phrases, il ne devrait soit rien se passer, soit que l'autre s'excuse, soit que l'autre écoute attentivement quels sont tes besoins. Ces phrases devraient entraîner une forme de bienveillance. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est un test qui est gratuit, complet. À la fin, tu as un bilan qui est fait juste pour toi. Il y a aussi un lien pour m'appeler si tu souhaites pour qu'on parle de ton histoire. La première phrase, c'est « Je ne vais pas faire ce que tu veux ». Alors, c'est une phrase qu'on ne prononce pas en général dans la vraie vie si on a plus de 8 ans. Tu n'es pas mon papa, je fais ce que je veux. Mais tu vois à peu près le genre de phrase dérivée adulte qu'on pourrait avoir. Typiquement, ça pourrait être « Désolé, ce soir j'ai mes priorités, je ne peux pas t'aider à faire ceci, cela. Désolé, je préfère agir autrement en vacances pour le budget ou pour visiter tel endroit. » 4 fois sur 5, en couple, on s'arrange pour faire ensemble intelligemment des choses. Mais une fois sur 5, tu as le droit de faire tes choses. Tu as le droit de ne pas être disponible ce soir parce que tu as quelque chose qui est plus important pour ta vie. Que ce soit même parfois juste de lire un livre. Tu vas remarquer que lorsque tu dis ça à quelqu'un qui est contrôlant, qui est pervers narcissique, ça va briser le contrôle qu'il a sur toi et ça montre que tu as ton libre arbitre. Quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Pour rappel, tu es supposé être son pantin, sa marionnette, la personne qui l'agite et il te fait faire ce qu'il veut en principe. Il t'a même étudié pour ça. Il a passé des mois ou des années à découvrir comment est-ce que tu fonctionnais, comment est-ce qu'il pouvait te coincer et te manipuler. Il a bossé dur pour ça. Tout d'un coup, la marionnette se rebelle et dit « Ce soir, j'ai mes priorités », il aime pas ça du tout. Il a l'impression d'avoir bossé comme un fou pour te manipuler, pour te détruire, et d'un coup, tu ouvres les yeux. Et au passage, tu peux dire ça de manière extrêmement gentille. Écoute, mon chéri, ma chérie, désolé, ce soir j'ai un autre truc de prévu, je ne pourrai pas t'aider ou t'accompagner ou être là pour tel type d'événement. Et observe ce qu'il passe, observe sa manière de réagir. Est-ce que ce sera dans la gentillesse ? Ben oui, bien sûr, mon chéri, ma chérie, fais tes choses et c'est pas très important, je me débrouillerai sans toi. Ou est-ce que c'est une forme de rage qui monte doucement dans son corps ? Quelque chose qui peut prendre parfois jusqu'à quelques secondes avant qu'il explose ou qu'il tape des portes ou encore qu'il te boude pendant des semaines à cause de ça. Pour te punir, toi, petit objet, tu n'as pas le droit d'avoir ton propre avis là-dedans. Deuxième phrase, je ne suis pas responsable de tes sentiments. Qui, encore une fois, pas exactement ce qu'on dirait quand on est adulte, mais tu vois de quoi je veux parler. Une phrase dérivée de ça, c'est « Tu es libre de ressentir ce que tu veux, mais ce n'est pas de ma faute. » Un exemple très classique. Il hurle après toi. Et à la fin, il te dit « J'ai hurlé après toi parce que tu m'as rendu comme ça. » En réalité, tu n'es pas responsable de son état psychologique. Tu n'es pas responsable de sa colère, de ses sentiments. C'est lui qui doit gérer ça. Tu peux aussi répondre gentiment. Je comprends que tu sois en colère.
Mais ce n'est pas à cause de moi. Tu verras, à chaque fois que tu vas vouloir récupérer un peu de liberté, tu vas le décevoir. Tu m'as extrêmement déçu. Ça me fait énormément de peine que tu te comportes comme ça. Une femme devrait se comporter en couple de telle manière. Un homme devrait faire ça à sa femme. Il y a toujours cette espèce d'ambivalence intéressante, cette espèce de balancier qui va dans un sens et dans l'autre. Tout d'un coup, ça va être le pervers méchant qui va t'attaquer, qui va te rabaisser, qui va te dénigrer. Et puis tout d'un coup, ça devient la victime. Tu m'as rendu fou. J'ai crié, c'est à cause de toi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi alors que je voulais juste le bien de notre couple? Et tu vois, et ça va réosciller. Et tu te dis, cet humain fragile, je dois le prendre dans les bras, il pleure, elle est pas bien, je vais être là pour l'autre. Et puis, 5 minutes après, ça repart dans l'autre sens. Ça t'insulte à nouveau. Ton cerveau, il comprend pas ce qui se passe. J'ai lu un article qui dit que les enfants peuvent devenir dingues, réellement au sens propre, dans ce qui s'appelle une baffe, un bisou. Lorsqu'un parent met une baffe à son fils, puis il lui fait un bisou, et que ça recommence, il utilise ce même balancier. Un coup positif, un coup négatif. Un coup bourreau, un coup victime. Ça rend dingue. Et si ça rend dingue un enfant de 6 ans, j'imagine ce que ça fait sur un adulte quand la perversion dans le couple dure depuis parfois des mois, des années ou des dizaines d'années. Point numéro 3, qui va pas aimer non plus, c'est « Je n'ai pas besoin de ton approbation ». Ce qui donnerait en langage adulte « Je ne cherche pas à obtenir ton accord ». On se retrouve, malgré nous, dans des relations où on est toujours en train de demander l'aval de l'autre. J'ai vécu ça. Je suis grand, je suis costaud, je mesure quasiment 1m90. J'en étais venu, pour chaque décision de tous les jours, à demander l'approbation de l'autre. Parce que lorsqu'on t'apprend à la maison que tout ce que tu fais est mal, alors parfois ça passe, d'autres fois ça passe pas. T'en viens au bout d'un moment à toujours demander à l'autre avant de faire quelque chose. Un peu comme un enfant demanderait à sa mère ou à son père l'approbation parce qu'il aurait peur de faire une bêtise. Là c'est, on se sépare, en tout cas mentalement, ton décision. Je suis un adulte qui va faire à peu près ce qu'il veut de sa vie et tu n'auras rien à dire dessus, et tu seras un adulte, et tu vas gérer tes émotions, et t'arrêtes d'embrouiller toute l'équation en pensant que j'ai besoin de t'approuver, en me faisant penser que tu es une espèce de mère de substitution à qui il faut que je demande chaque chose que je fais. Cette conversation est terminée. Si jamais tu as vécu avec une personne qui est perverse narcissique, tu sais à quel point ce genre de choses est difficile. Il y a ce qui s'appelle les salades de mots, c'est des phrases qui sont mises bout à bout pendant des heures. Ça peut durer de 19h jusqu'à minuit, 2h du matin, il va parler. Et si ton cerveau essaye de suivre et de répondre de manière logique, il va te sortir toute ta vie dans le désordre, des choses gentilles, des choses tristes. Au bout d'un moment, tu es juste perdu. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à arrêter la discussion de l'autre. Quand on dit à quelqu'un, cette discussion est terminée, elle est terminée. Je ne suis plus réceptif à ce que tu dis. Je n'ai pas à écouter ce que tu dis. Stop. Si l'autre continue, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne respecte pas vos limites. Il ne respecte pas le moment où tu dis stop. Et on pourrait se dire, c'est pas très grave, c'est pas une agression avec une arme blanche, il peut parler et je peux juste me boucher les oreilles. Non, il est inacceptable que tes limites ne soient pas écoutées, même sur des choses aussi simples que là j'ai envie de me reposer, de me relaxer, on a déjà eu un bout de la discussion, on pourra peut-être parler de la suite demain. Un humain sain respecterait cette demande. Tu peux aussi dire des choses comme « J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur ce sujet, je ne reviendrai pas dessus. » Accepter que notre avis, au bout d'un moment, peut être tranché, tu as le droit de dire stop. Tu as le droit d'avoir un avis, même si c'est pas exactement le bon. Tu as le droit d'avoir l'avis que tu veux aujourd'hui. Il y a aussi certains types de profils, comme moi par exemple. Je suis le genre de mec, quand je dis quelque chose, si on me dit que j'ai tort, je vais réfléchir, je vais aller voir dans Wikipédia, je vais me remettre en question, je vais en parler à quelqu'un. Ça va être très compliqué. Tu me dis que j'ai tort, je vais beaucoup internaliser la chose et réfléchir. Et j'ai découvert dans ma vie qu'il y avait plein de gens qui disaient n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Tu sors dans un bar, t'écoutes quelqu'un qui va t'affirmer aussi fort qu'il le peut quelque chose de faux, il l'aura pas vérifié. Il n'aura aucune certitude dessus, pourtant il va l'affirmer. Donc on sent bien qu'il y a déjà une forme de prédisposition. Il y a des gens comme moi qui par défaut pensent qu'ils ont tort, et il y en a d'autres, même s'ils ont tort, ils s'en fichent. Ils vont affirmer des choses. Et quand tu tombes sur un pervers narcissique et que tu as mon genre de profil, c'est peut-être le tien aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe.
L'autre t'affirme des choses et tu te remets en question. Un couple doit se passer comme ça. Plutôt que de dire non ou de penser différemment, tu vas dire, ah oui, si ça se trouve, peut-être qu'il a raison. Et t'en viens à écouter quelqu'un et à complètement te modifier. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça a été de m'affirmer et d'apprendre à me faire confiance. Me dire, j'ai un ressenti, je vais l'écouter et je vais me faire confiance. Et je vais pas imposer mes vérités, je vais poser les mots que je souhaite mettre quand je le souhaite. Et si jamais quelqu'un n'est pas d'accord, c'est pas grave, parce que ce sera ma pensée à un certain moment. Et si quelqu'un veut me faire désespérément changer d'avis sur quelque chose, soit je suis de bonne humeur, on en discute, on a une discussion intéressante, soit cette phrase-là sera ma vérité d'aujourd'hui. J'arrête de me remettre en cause en permanence sur ce que je pense, je vais apprendre à un peu plus m'affirmer. Je dis pas qu'il faut dire n'importe quoi à n'importe qui, je dis que apprendre à s'affirmer est une excellente chose, et savoir se faire confiance. Oui, ma vérité aujourd'hui, ça va être de dire ça. Et non, t'as faux, t'as tort, c'est moi qui ai raison. Stop, qu'importe. Pense différemment de moi, ça m'ira très bien. Ma vérité d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Et au fond de moi, je me dis peut-être que demain ou dans une semaine, je changerai d'avis. Mais ma vérité sera celle-ci aujourd'hui et je m'affirme. C'est quand même un comble que tu sois entouré de gens moins intelligents que toi, qui sachent s'affirmer de manière erratique, dans une espèce de bazar qui n'a pas de nom, dans une espèce de fausseté, ils savent s'affirmer et ils sont débiles. Toi, t'es intelligent, tu t'affirmes, t'oses pas trop, du coup tu retires, tu modifies, etc. Non, le plus intelligent doit s'affirmer. Même si c'est faux, c'est pas grave. C'est ça que la vie m'a apprise. Cette conversation terminée, c'est aussi la fin des débats inutiles qui durent pendant des heures. C'est le pouvoir de te manipuler par la fatigue. Il y a certaines manipulations qui sont intelligentes sur Terre, pervers narcissique, et quand même sur une manipulation qui est débile, c'est à la fatigue. Il t'épuise, il t'empêche de dormir, il te fatigue en permanence, il regarde tes points faibles, il te les rappelle et il te fait douter de toi. Au bout d'un moment, stop, cette discussion est finie. Et au passage, si tu dis ça à quelqu'un et qu'il se fâche, c'est peut-être juste quelqu'un qui a un ego mal placé, ce n'est pas forcément une personne qui est perverse narcissique. Mais c'est mauvais signe. T'as un ami qui n'arrive pas à entendre quand tu dis « cette conversation est terminée », c'est mauvais signe. T'es dans un couple sain, t'es dans un couple qui se passe bien, l'autre en face te dit non, je te parle quand même, alors que t'as dit c'est fini, il sait qu'il y a quelque chose à régler. Réinsiste dessus, pose tes limites. Quand c'est non, quand c'est stop, c'est stop. Je t'ai dit non, stop, on ne parle pas de ça. Et ça doit s'arrêter là. Et la prochaine fois que tu as ça dans un couple, dis-toi la chose suivante, c'est que ce sera probablement le premier des red flags. Tu sors avec quelqu'un et ça dure 2-3 mois. L'autre te parle d'un sujet, tu dis non, stop, j'ai pas envie de parler de ça. Et il insiste et il insiste. C'est un red flag. Alors mon coco, soit tu acceptes ce que je te dis, soit tu pars. Mais tu auras la capacité d'analyser un peu mieux les gens grâce à moi aujourd'hui, grâce à cette vidéo. 5e point, allez on avance, on n'a pas le temps là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Typiquement c'est, tu as ton point de vue, j'ai le mien. Il y a toujours cette espèce, on parlait de la mère duale qui avait été vue par Sam Vaknin dans une autre vidéo il y a quelques temps de ça, qui t'explique que l'autre a cette espèce de besoin de fusion incroyable. Pervers narcissique serait un enfant qui aurait mal grandi, qui n'aurait pas vécu la dissociation avec sa mère. On parle de séparation, individuation. Il a mal vécu ça. Du coup, les autres sont pas vraiment des gens, c'est plutôt des objets pour lui. Et il aurait comme cette espèce de besoin de revenir fusionner avec quelqu'un d'autre, la mère duale dont on a parlé précédemment. Il vient fusionner avec toi pendant la phase de lune de miel de manière positive. Et tout d'un coup, il fait sa crise d'adolescence, simili-crise d'adolescence. Au bout de quelques mois, c'est la première grande dispute. D'un coup, il y a une dispute sortie de nulle part. C'est cette espèce de tentative de refusionner avec l'être humain, une mère de substitution, puis de s'en sortir à nouveau. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il veut toujours fusionner avec toi sur tous les sujets ? Parce qu'il y a ce problème de séparation, d'individuation. Il n'a pas réussi à le faire à l'époque. Il a besoin aujourd'hui que vous refusionnez. Il pense quelque chose, tu dois penser comme lui. Et là où on pourrait se dire, c'est un peu comme un maître qui te contrôle, c'est un peu comme celui qui va venir bouger le personnage comme il le veut, il y a quelque chose de plus profond que ça. Il a foncièrement besoin de fusionner comme une espèce d'alien qui serait rentré dans ta tête et qui aurait besoin que tu penses exactement comme lui. Le désaccord est extrêmement désagréable pour lui. C'est le signe que la fusion ne marche pas. 6e point, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'espace pour réfléchir, j'ai besoin d'un moment seul pour me ressourcer. Devine ce qui va se passer. Il n'a pas envie, il te fatigue à l'usure, il veut te mettre à terre, il veut que tu manges la boue au sol. Tu as besoin de te ressourcer, c'est très mauvais signe. Tu veux même habiter ailleurs quelque temps.
Aller chez un copain, il te laissera pas de répit, il va te traquer, te faire revenir à la maison, on va refusionner et je vais te bouffer de l'intérieur. Dans sa tête, ta vie lui appartient. Et la chose la plus perturbante là-dedans, très probablement, et c'est ce qui fait que les gens restent, c'est que ce sont des gens qui s'adaptent. Ça signifie que ce n'est pas que des gens qui te détruisent en permanence et qui vont te faire la misère. C'est aussi des gens qui parfois auront plein de points positifs. Et là où ils vont s'adapter sur cette espèce de curseur, c'est que si jamais tu craques, ils vont remettre un peu de positif dans l'équation. Ou te manipuler un peu différemment, ou changer leurs arguments. Ils s'adaptent pour que tu restes. Et c'est pour ça que la séparation est si compliquée, parce qu'ils te détruisent tout autant qu'ils t'apportent. Et c'est pour ça que ce genre de phrase est très intéressante, parce qu'elle montre un fonctionnement interne. Quelqu'un qui refuserait le fait que tu aies besoin de temps pour toi serait le signal d'une relation problématique. La réponse saine à ça, c'est « Oui mon chéri, oui ma chérie, prends ton temps, pars même quelques jours en vacances, va te reposer, va chez tes parents, fais ce qu'il faut, ou même pars 5 minutes faire une balade en forêt si tu as besoin, prends ton temps pour aller mieux. » Le vrai amour va avec de la gentillesse, le vrai amour va avec de l'empathie pour l'autre, va avec le fait de vouloir s'élever à deux. On ne peut pas penser qu'il y a de l'amour lorsqu'on détruit l'autre. Dans une vidéo, il y a quelques jours, je parlais de la notion de souffrance en amour. Et la question, c'était, est-ce qu'il peut y avoir de l'amour sans souffrance ? Et quand je parle de souffrance et de manque, parce que c'est Lacan qui parlait beaucoup de ça, alors ça résume pas tout Lacan, hein, mais une partie qui était là-dessus, il expliquait que tu dois un peu souffrir pour être amoureux de l'autre. Un peu souffrir, c'est par exemple l'avoir loin de toi, avoir éventuellement quelques incompréhensions. Mais quand je parle de souffrance pour aimer, on n'est pas dans quelqu'un qui te rabaisse en permanence. Là, on est sur de la destruction ou de la domination de l'autre. Et c'est compliqué de voir de l'amour dans une destruction. 7e point, j'ai déjà pris ma décision. C'est bizarre, hein, tu vas choisir quelque chose. Pour une fois, tu vas réussir à imposer quelque chose. Tu as un voyage pour le travail, les conjoints ne sont pas acceptés. Tu lui dis, écoute, tu ne peux pas venir, les conjoints ne sont pas acceptés. Qu'est-ce qui va se passer ? Du jour où tu annonces ça, jusqu'au jour au départ de ta société, pour ce fameux voyage d'entreprise, il va t'en parler chaque jour, jusqu'à ce que tu changes d'avis. Si c'est pas un voyage société, ça peut être pour un achat, ça peut être pour un voyage, ça peut être pour un cadeau pour lui, ça peut être pour une décision pour les enfants. Il ne lâchera pas l'affaire. L'important, c'est même pas d'obtenir ce qu'il veut, dans le sens, avoir un cadeau, venir au voyage, il s'en fout de venir au voyage de l'entreprise, il n'en a rien à faire. L'important, c'est que tu cèdes et que dans ce bras de fer psychologique, il gagne. C'est ça qui est important, te voir céder. Il y a même des cas qui sont fascinants là-dedans, de gens qui pourraient aller jusqu'à tout perdre l'entreprise du mari ou de la femme, parce que le plus important, c'est de gagner. Mais tu pourrais te dire, ils veulent chercher l'argent. Alors l'argent rentre en compte parce que c'est un outil utile pour manipuler l'autre. Mais tu pourrais te dire, parfois, il pourrait y avoir une forme d'intelligence, par exemple dans une séparation ou dans des conflits, à ce que si le pervers narcissique disait oui à quelque chose, lui gagnerait plus d'argent et l'autre aussi, où il y aurait moins de dégâts. Ils en ont rien à faire, c'est pas vraiment ça le combat. Le combat, c'est de te détruire. Et je vois de nombreux cas où ces personnes perverses narcissiques peuvent entraîner une entreprise au sol jusqu'à faire des millions de dettes, parce qu'il sera toujours plus important d'avoir raison ou d'avoir détruit l'autre. S'ils y passent aussi, c'est pas si grave que ça. Ils n'ont pas une forme de conscience à long terme de ce qui se passe. Quand tu fais un enfant avec quelqu'un, quand tu te maries, tu pourrais dire, une espèce de conscience, qu'on a un enfant, qu'on s'est marié, qu'on va vieillir ensemble. Ils n'ont pas ça. Ils font des choses sur le moment, ils détruisent sans penser à quelles seront les conséquences dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2. Là où le profil psychopathe peut penser ses revanches sur des années à l'avance, que j'ai vu aussi, il planifie sur 2-3 ans un plan de revanche qui sera extrêmement fin, à infiltrer des groupes d'amis, à parler de choses, à faire des achats, des investissements, pour que toute l'équation au bout de 3 ans vienne faire quelque chose. Le pervers narcissique est tellement vide de l'intérieur qu'il va venir détruire pour gagner. Mais comme un enfant de 6 ans. L'enfant de 6 ans, il n'a pas le jouet, l'autre l'aura pas non plus. Il jette le jouet dans le feu, personne l'aura. Tu sais, tu te dis, peut-être plus le partager. Non, c'est la capacité à vouloir te détruire. C'est vraiment à ça qu'on retrouve, qu'on peut définir une relation de perversion narcissique. C'est l'envie
de te manipuler, de t'infecter, de te détruire. Si vous vivez un enfer dans ces relations, au passage, il y a ma formation qui s'appelle Rompre le lien traumatique, qui est mon best-seller que j'ai sorti il y a 1 an et demi, qui est celle qui marche le mieux. C'est en 1h30, je résume 20 ou 25 ans de psychologie sur ce sujet. C'est toutes nos études les plus récentes. C'est tout ce qu'on sait sur le sujet et tout ce qui fait que ça aide les gens à destination des psychologues, des coachs et aussi des gens qui ont vécu ça. Donc si jamais tu es thérapeute ou que tu as vécu ce genre de choses, lis ça, il y a toute l'explication de comment se sortir de ce lien traumatique le plus vite possible. C'est fait en 1h30 et tu sais que j'essaye d'être efficace en général. 8e point. Ce n'est pas un comportement acceptable. C'est aussi quelque chose que lui va te dire. Je ne tolère pas ce genre de paroles d'action. Ce comportement dépasse les limites du respect. C'est marrant, c'est un mot que tu entendras souvent chez lui. Le respect, tu me respectes pas, tu dépasses, c'est inacceptable ce que tu fais. Et ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, dans un double standard, lorsque lui te le dit, ça va, tu l'entends, tu te remets en question, tu réfléchis. Quand toi tu lui dis, il explose. D'où est-ce que tu me parles de comportement qui dépasse? C'est toi qui es cette espèce de double truc. Il n'acceptera jamais, il n'y aura jamais de remise en question. Mais en mettant des limites claires, en principe, une personne saine sait mettre des limites claires. Une personne saine, c'est dire stop. Là, non. Je mets ma limite dessus. Attention, hein, je ne savais pas le faire. On parle de limites saines, je n'arrivais pas à mettre des limites claires. Je me disais, bah ouais, ok, alors ma limite c'est ça, mais si jamais ça rend l'autre triste, alors je vais faire un effort. Un exemple inoffensif. Dans mon cas, inoffensif et j'ai envie de dire inutile. Je ne suis pas un grand mangeur de poisson, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. L'autre me dit, eh ben viens, on va manger du poisson ce soir. Je dis, j'aime pas ça. Donc là, j'affirme, je mets un stop, je mets ma limite, je n'aime pas ça. Et puis je vois l'autre très triste et l'autre m'en reparle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Je finis par céder. Je dis allez, ok, on va manger du poisson et je mangerai rien, un crouton de pain ou peut-être s'il y a sur la carte une entrée, une salade, je vais trouver quelque chose qui ira quand même. Ou peut-être il y a un plat de viande dans l'eau sur les 20 plats ou 15 plats proposés. Mais parce que je ne suis pas capable de dire non, de dire stop, d'imposer clairement un non, on s'entend, hein, on s'en fiche, c'est un restaurant de poisson, ça n'a pas changé ma vie. Hein. Mais parce que sur cette petite chose, je ne sais pas dire non et un stop, évidemment, dans tous les autres domaines de notre vie de couple, je me faisais ratatiner. Je n'étais pas capable, parce que je me disais, ben, oui, mais je dis non, mais si ça se trouve, je vais essayer, je vais adorer ça. Et je te parle de ça, je te parle aussi du couple. Mes frontières sont flexibles. Et si c'est peut-être un signe d'intelligence que tes frontières soient un peu flexibles, très dur à dire, essaye de le dire, un peu flexible. Non, ça va, c'est très simple en fait. Si jamais c'est signe d'intelligence que tes frontières, tes barrières sont un peu flexibles, il y a aussi, si ça l'est trop, comme moi ça l'était, au bout d'un moment, l'autre en face de toi, soit il en profite, le cas du pervers narcissique, soit, et le cas un peu moins pire, c'est que l'autre en face de toi ne sait même pas qui tu es. Parce que tu n'arrives pas à affirmer une seule chose sur Terre. T'es un fichu de dire non, stop, je ne veux pas ça. T'es la personne qui dit toujours oui. J'avais cité un exemple il y a quelques temps là. Je propose à un ami d'aller faire un tour en vélo à 2 pas de chez nous. Il me dit oui Antoine, génial. Mais il s'avère que je n'aime pas le vélo et il s'avère aussi que lui non plus. Mais il ne me l'a pas dit. Je lui ai pas dit. Je pensais qu'il adorait ça. Il pensait que j'adorais ça. On se retrouve à faire du vélo et au bout de 5 minutes, on se dit mais en fait on n'aime pas ça. Mettre ses limites, c'est aussi montrer qui tu es. C'est ça que je veux dire par là. C'est aussi montrer ta cartographie, ton identité. Voici qui je suis. Je suis une personne qui n'aime pas le poisson, qui n'aime pas le vélo. Il y a plein d'autres choses que j'aime. 9e point, je fais confiance à mon propre jugement. C'est la chose qui est probablement la plus dure quand tu sors d'une relation avec une personne qui est perverse narcissique. Tu n'as plus confiance en ton propre jugement. Tu sais plus ce qui est bien et ce qui est mal. Je pense qu'une personne qui n'aurait jamais vécu ça nous prendrait pour des fous s'il écoutait juste ce passage. Quand tu sors d'une relation avec un pervers narcissique, tu ne sais plus le bien du mal. Toutes les limites sont floues. On te dit ça c'est blanc alors que tu penses que c'est noir, tu fais ok c'est peut-être blanc. Tu sais plus exactement où t'en es. Espèce de brouillard. Tu ne fais plus du tout confiance à ton propre jugement. L'autre t'a dit, c'est son avis qu'on va respecter en permanence. À partir d'aujourd'hui, que tu sois dans cette relation, que tu en sortes ou que tu sois 10 ans après, tu te fais confiance sur tes décisions et en ta manière de voir les choses. Ça peut être tout aussi simple que d'aller parfois dans une soirée et de regarder des gens et te dire qu'est-ce que je ressens au fond de moi sur ces personnes. Ça peut être des passants dans la rue, des inconnus. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi sur ces personnes? Eh ben, je vais me faire confiance. Tiens, c'est marrant, cette personne-là ne m'inspire rien de bon.
Fais-toi confiance. C'est peut-être faux, hein, mais c'est peut-être extrêmement vrai. La plupart des gens qui sont victimes de pervers narcissiques sont des gens qui ont une grosse empathie, qui ont cette capacité de ressentir les choses. Alors tu me diras, pourquoi est-ce que si on a cette empathie, et je vous remercie de reposer la question, pourquoi est-ce que si on a cette empathie, on n'a pas vu arriver la personne qui est perverse narcissique? Parce qu'il y a une autre théorie qui vient contrer la première. Première théorie, tu as de l'empathie, tu sais tout deviner à l'avance, tu es extrêmement fort pour écouter les gens et pour les ressentir. L'autre théorie, c'est que l'empathie, des fois des gens me disent je suis empathe, super empathe, comme si c'était un truc génial. Très souvent, ça vient, pas tout le temps, mais 9 fois sur 10, à mon sens peut-être même 95% du temps, ça vient d'une forme de traumatisme d'enfance. Parce que tes parents étaient particuliers, parce que tu as vécu quelque chose de particulier, quand la porte grince chez toi, tu savais au pas, à la puissance des pas, à la respiration, à la tête de quelqu'un, au visage peut-être de ta mère ou de ta père, tu savais ce qui allait se passer. Tu étais à un repas à table, tu voyais l'expression sur ton père ou ta mère, tu savais ce qui allait se passer. C'est-à-dire que tu as développé une forme de capacité à prévoir l'autre parce que tu n'étais pas dans un environnement qui était sécurisant. Et c'est ce qui fait que tu arrives dans la vie adulte avec cette capacité, mais qui vient d'un trauma, c'est-à-dire que tu as développé ça pour contrer le trauma étant jeune. Tu arrives dans l'âge adulte, tu es capable de voir les gens. Le pervers narcissique est très malin là-dedans, et c'est là qu'on arrive au point, c'est qu'il arrive à mettre ce masque et avoir l'air de la personne la plus gentille sur Terre, parce qu'il s'entraîne depuis qu'il est tout petit à être extrêmement attirant et sympa. Et après, il va te faire revivre pile le trauma d'enfance le même. Et c'est ce qui fait que tu restes coincé dedans. Donc tu l'as pas vu pendant la phase de lune de miel, tu l'as pas vu arriver, et après tu es bloqué dedans parce qu'il vient par mimétisme se comporter un peu comme ton père ou comme ta mère. Pas toujours, mais très généralement ça se passe comme ça. 10e phrase, je mérite le respect. On parlait du respect tout à l'heure. Je ne suis pas là pour être traité de cette façon. Tu connais cette phrase qui dit les gens te traitent de la manière dont tu te considères. Tu te considères mal, l'autre te traitera mal. Rappelle aux gens tes valeurs, rappelle tes standards. Et si jamais tu doutes de toi aujourd'hui, si jamais ta valeur, elle est censée être là, mais t'as pris cher dernièrement, elle a baissé un peu jusqu'ici, simule, fake it until you make it, stimule, j'ai confiance en moi. Voici la manière dont je vais être traité. Il y a un parcours qui est loin d'être évident là-dedans, pour se faire respecter par son entourage. J'étais au lycée, j'étais un loser, réellement gentil, très sympa, un mec adorable, Antoine, un mec adorable, mais un loser. Je faisais partie de ce qui s'appelle la majorité invisible. Je pense que les gens, aujourd'hui, je leur dirais que j'étais avec eux au lycée, ils feront « Ah ouais ?» Aucun souvenir, tu vois. Complètement invisible. Bref, et en plus timide, et en plus je rougissais de manière atroce. Et je me suis dit, en arrivant en école, juste après, donc après le bac, je vais simuler que je suis quelqu'un d'autre. Et parce que cette foule avant savait que j'étais un loser, me traitait comme tel, parce que la nouvelle foule après le bac ne savait pas que j'étais un loser et que j'avais simulé la chose, je suis passé pour un mec ultra cool. Et j'ai encore des souvenirs, si quelqu'un me regarde de cette époque, j'étais le mec, je suis passé du plus gros loser au mec le plus cool. Mais dans ta vie de tous les jours, avec ta famille, qui te traite depuis très longtemps de la manière dont tu penses que tu le mérites, accrochez-vous bien, ça va aller un peu vite. Avec tes amis qui te connaissent depuis tout ce temps, avec tes voisins de bureau, avec tous ceux que tu fréquentes sont habitués à te traiter de la manière que tu leur as apprise à te traiter. La phrase, il manque une virgule dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de compliqué à contrebalancer. Il ne faut pas juste venir montrer du respect aujourd'hui, il faut peut-être en montrer 10 fois plus. Un peu comme un col de chemise qui aurait été mal repassé avec un pli dessus, il faudrait insister 10 fois plus dessus, là où une chemise normale à moitié froissée, ce serait simple. Il va falloir en rajouter beaucoup plus pour qu'on te respecte. Ou changer d'amis. En réalité, c'est les deux choix. Ne quitte pas tous tes amis aujourd'hui sur une vidéo YouTube. Mais il va falloir probablement que tu fasses 10 fois plus d'efforts qu'une personne normale pour te faire respecter. Sachant que si tu n'étais pas respecté, tu étais probablement ce genre de personne qui était peut-être mal dans ses baskets, en manque de confiance, ou que tu te faisais assez souvent avoir en amour, ça veut dire qu'il va falloir sacrément simuler le fait d'avoir confiance en toi pour que ça marche. Mais c'est possible, et j'en suis la démonstration. Alors dans le lot, parce que ça se fait par différentes phases, un peu comme une espèce de cycle de machine à laver, ça se fait par phase.
C'est-à-dire que tu vas prendre confiance en toi, et puis tu vas dégager les 2-3 amis, ou peut-être l'ami qui te considère mal en ce moment. T'en dégages un, et puis 1 an après, tu vas en dégager un autre, et puis 2 ans après, tu vas en dégager un autre, et puis 3 ans après, tu changes de boulot. Donc c'est des machins qui se fait par phase. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas d'amour sans respect. Se faire respecter est quelque chose de génial. Ne deviens pas un nazi de la chose, mais oui, bien évidemment, fais-toi respecter et prends le temps pour ça. Vas-y, cool. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a mon numéro qui est juste en dessous pour m'appeler en coaching si vous le souhaitez, téléphonique ou même en visio. Il y a cette formation qui s'appelle Rompre le lien de trauma narcissique qui est juste en dessous si vous avez l'impression que vos pensées sont obsessionnelles dessus. Un peu comme si on avait mis une forme de virus en vous. Si vous voulez le faire sortir, c'est l'une des pistes en 1h30 pour aller mieux. Ça peut fonctionner sur vous. Salut à tous, bye.